pouvoir démarrer la première conférence de cet après-midi sur le thème, donc d'abord avec Monsieur Fabien Liagre, l'agroforesterie, une démarche innovante. Et ensuite, nous enchaînerons avec Sylvain Roumeau, le réseau national eau et bio, donc de la Fédération nationale de l'agriculture bio, hein, c'est ça. Donc je vous présente d'abord Monsieur Fabien Liagre qui va intervenir, qui nous vient d'Anduze dans le Gard. Donc il est responsable recherche et développement de Agrouf. C'est un bureau d'études spécialisé dans la formation et le développement de l'agroforesterie et il est en même temps cofondateur de l'association française d'agroforesterie, AFAF. Depuis 2000, Agrouf est engagé dans une profonde réflexion sur les pratiques agroécologiques et la place de l'agroforesterie dans l'évolution de nos systèmes de production agricole. Voilà, Monsieur Liagre, la parole est à vous. Bien, bah écoutez, voilà, donc Samy m'a demandé de vous transmettre un message. Il m'a dit que les premiers qui s'endormaient là allaient être projetés là sur le grand écran, et comme c'est diffusé sur Internet, donc à commencer par les politiques. Bon, j'y suis pour rien, hein, moi je vais essayer de faire mon mieux, mais voilà. Donc voilà, le message étant dit, donc effectivement, donc on a une petite structure, donc une société coopérative, une SCOP, donc spécialisée en agroforesterie. Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'elle a été créée. Moi, j'ai travaillé avant à l'INRA, donc avec l'équipe donc de l'UMR System. Donc Christian, tout à l'heure, qui était intervenu, donc connaît bien cette unité, hein, forcément. Donc notamment avec plus précisément l'équipe de Christian Duprat. Donc on avait travaillé pendant une petite dizaine d'années auparavant, donc sur justement le sujet que je vais vous présenter, donc qui est l'agroforesterie. Et donc en 2000, j'ai créé donc Agrouf pour faire un peu le lien entre la partie recherche et la partie terrain, parce qu'il y avait pas mal de résultats au niveau recherche, mais au niveau terrain, ça ne suivait pas toujours en termes réglementaires, administratifs ou connaissances de la part de, pas simplement des agriculteurs, mais aussi de l'administration ou des services techniques. Donc, et c'était d'autant plus surprenant que l'agroforesterie, en fait, je ne sais pas si voilà, ça doit parler à quelques-uns d'entre vous, puisqu'on connaît certains d'entre vous. Il y a un ou deux agriculteurs avec qui on a un projet notamment. Mais l'agroforesterie, c'est une pratique qui est très ancienne. Donc on n'a rien inventé hein, dans l'histoire. Ce qu'on fait, c'est simplement d'essayer d'actualiser ou d'adapter ces systèmes-là aux conditions de production actuelles, en essayant d'orienter un peu les systèmes aux enjeux, donc notamment par exemple la qualité de l'eau, le sujet d'aujourd'hui. Donc là ici vous avez un système d'association de vignes avec des noyers et une culture intercalaire. Donc on a des lignes d'arbres qui sont espacées de 25 mètres. Entre les arbres, on a une pratique de vigne. Donc voilà, c'est des systèmes qui remontent très très loin, hein, donc à l'Antiquité en fait. Hein. Et donc là, aujourd'hui, on les adapte un petit peu à la mécanisation. Ici, un autre exemple, c'est une photo qui nous vient d'Italie, donc une association d'oliviers avec une culture de blé dur en intercalaire. Si en France, ça a quasiment disparu, en fait, ces associations, parce qu'on a très peu, finalement, d'associations oliviers avec des pratiques, que ce soit d'élevage ou de céréales. En Italie, on a encore quasiment 100 000 hectares de ce type d'association. Donc avec, là aussi, hein, vous voyez, des écartements assez conséquents. C'est-à-dire là, on a une vingtaine de mètres entre les lignes d'arbres. C'est une autre manière de produire, avec des intérêts, notamment pour la pratique de l'olivret. Hein. Donc on a des productions individuelles à l'arbre qui sont souvent supérieures aux productions qu'on a, mais en olivret pur. Et puis, donc, on travaille sur des systèmes beaucoup plus aérés, donc peut-être avec moins de pression en termes de maladies, donc au niveau des champignons, au niveau de différentes maladies qu'on peut avoir en arboriculture d'une manière générale, parce qu'ici, on a l'olivier, mais on peut aussi faire la même chose avec des abricotiers, des pêchers ou d'autres arbres fruitiers, quoi. Un autre système, donc plus d'élevage, toujours en Méditerranée, hein, donc c'est des exemples de systèmes agroforestiers méditerranéens. Là, ici, c'est une photo donc, prise en Espagne, et pareil, donc c'est des pratiques qui remontent à loin. Alors, ça s'appelle la DSA, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est des pratiques où on associe différents types de cheptels donc sur ces parcelles, qui font quelquefois 500 ou 1000 hectares d'un seul tenant. Donc, c'est des systèmes qui sont assez différents de chez nous, bien qu'on avait aussi ce type de pratiques dans le sud-ouest. Donc on appelait ça des plantades, donc des associations de chênes fourragers
avec donc des animaux. Donc là, ici, on a une photo. Donc, sur la photo, on a des porcs noirs. Donc, vous connaissez peut-être la pata negra, c'est un jambon qui se vend jusqu'à 100 € le kilo. Donc, ce n'est pas du tout le type de jambon qu'on a en Bretagne, hein. Mais en France, on a l'appellation le porc noir de Bigorre qui est en train de relancer en fait ce type de pratique et d'essayer de valoriser justement les débouchés, les produits qu'on peut avoir via ce système. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, dans ce système, tous les 5 ou 6 ans, c'est généralement, quand c'est possible, notamment en plaine, c'est remis en culture. Donc, on a une association aussi, en fait, élevage et culture. Donc, c'est une pratique c'est une production d'orge, hein, en général, ou d'avoine fourragée, donc pour les animaux. Bon, je passe sur tous les systèmes traditionnels. C'était simplement pour vous dire, bien que ce n'est pas nouveau, effectivement, donc on sait que ça existe. Techniquement, il y a des choses, il y a des enseignements dont on peut tirer de ces systèmes traditionnels. Ce qu'on fait dans notre travail, ce n'est pas forcément de reproduire ces systèmes tels qu'ils existaient il y a 100, 200 ou 300 ans. Encore une fois, c'est d'essayer déjà de comprendre comment les gens géraient, comprendre un peu mieux les interactions entre l'arbre, la culture, l'animal, et puis essayer de voir comment on peut les adapter, comme vous le voyez ici sur ces photos, aux conditions de production actuelles, donc, notamment qui pourraient favoriser la mécanisation. Donc derrière, il y a tout un savoir-faire, des techniques, des idées techniques qu'on essaye de développer depuis le choix des essences, sur la manière de gérer les arbres pour gérer au mieux la compétition pour la lumière, pour mieux gérer le partage donc, des ressources d'une manière générale, hein, que ce soit nutriments, eau ou lumière, d'essayer de développer des systèmes qui soient un peu plus productifs, par exemple en développant des arbres fourragers comme la photo du bas, où là on va essayer de développer donc, des arbres à vocation fourragère au niveau des feuilles, des fruits, mais également d'essayer de développer des systèmes qui ont un impact sur la production fourragère herbacée. Notamment ici dans la région, eh bien les vieilles parcelles qu'on a en place, on se rend compte qu'en été, on a un décalage du dessèchement des prairies de quasiment 1 mois. Donc on a une production qui est disponible durant l'été, donc un moment où justement c'est un petit peu difficile de faire la soudure pour les éleveurs. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Et derrière tout ça, eh bien, effectivement, on essaye aussi avec la recherche de développer tout ce qui est sélection de variétés adaptées à l'agroforesterie, donc sélection d'arbres, donc des arbres qui feraient des feuilles un peu plus tardivement, donc qui seraient assez bien adaptés en termes de cycle par rapport à la compétition pour la lumière, par exemple. Des arbres qui feraient beaucoup de fleurs pour développer la biodiversité ou la production mellifère, ou voilà, des choses comme ça. Donc sur des critères en fait, de sélection qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on avait en forêt. On cherche à sélectionner des arbres agroforestiers. Et pareil pour les cultures, parce qu'en fait aujourd'hui toute la sélection génétique ou la sélection variétale a été développée pour produire des variétés en conditions de niveau d'intrants assez élevés, mais aussi des conditions de pleine lumière. Et donc là, on essaye de développer, donc que ce soit en maraîchage ou en grande culture ou en culture fourragère, des variétés adaptées au microclimat agroforestier. Alors, je passe un petit peu sur tous ces détails, mais simplement un des résultats qui a été montré par l'INRA de Montpellier et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'arbre agroforestier a un comportement racinaire différent, complètement différent de l'arbre forestier. Ici, c'est une plantation de peupliers qui était avec une association de blé dur et colza, donc du côté de Vézenobre, dans le Gard. Donc à droite, vous avez le peuplier forestier, qui était, donc on avait un témoin, donc qui n'a jamais été cultivé avec des cultures agricoles. Et puis à gauche, vous avez l'arbre agroforestier, donc qui a connu pendant 15 ans, donc c'est cette rotation de culture. Vous voyez que l'enracinement est complètement différent. Pourtant, c'est le même clone de peuplier. Donc à droite, vous avez le peuplier forestier qui a développé toutes ses racines entre 0 et 1 mètre, alors qu'à gauche, en fait, on a un développement racinaire qui commence vraiment à partir d'1 mètre de profondeur. Et donc, on a une espèce de filet racinaire qui se met en place sous la zone cultivée. Alors, je passe peut-être les détails, mais ce qu'a montré l'équipe de Christian Duprat à l'INRA, c'était de dire, quand on fait une association de blé dur, par exemple, hein, qu'on va semer à l'automne, au sortir de l'hiver, eh bien, le blé est déjà bien développé et il a déjà asséché une bonne partie de l'horizon, donc le premier horizon, donc le premier mètre de sol. Et les arbres, quand ils commencent à se réveiller, à sortir de l'hiver, eux, de leur côté, au printemps, eh bien, ils sont un peu obligés de plonger en profondeur leurs racines, et donc ce qui crée un petit peu ce comportement racinaire très particulier. Alors, la conséquence alors là, on est en sol profond, on est dans des conditions quand même d'association avec des cultures diverses, hein, donc c'est quand même des cas particuliers. En culture de printemps, ça serait un petit peu différent, avec du maïs, par exemple. Bon, on a d'autres solutions hein, par rapport à ça. Mais quand on est dans ce genre de situation, effectivement, par rapport au bilan hydrique ou au bilan azote,
on a des performances qui sont assez intéressantes d'un point de vue de qualité de l'eau. Donc il y a d'autres aspects intéressants pour l'agriculteur, hein, mais là, si je reste sur la question de la qualité de l'eau, ce qu'a montré l'équipe de Christian, c'était que certaines années, en peuplement adulte, on pouvait avoir quasiment 80% de l'azote qui échappait à la culture, qui était recyclé par les arbres. Même quand les arbres n'ont pas de feuilles, ils continuent à leur activité racinaire, hein. On a des photos maintenant, là, depuis 2-3 ans, de croissance de racines, donc qui montrent que les arbres, même à l'automne ou en hiver, sont actifs et sont capables aussi de récupérer une partie de cet azote. Alors, c'est pas, là, par exemple, cette année, avec les épisodes Sevenol qu'on a eus, on a quand même des pertes d'azote, hein. Il faut être clair par rapport à ça. On n'est pas dans une situation où on a 100% de l'azote qui est recyclé, mais on a quand même une association qui est assez intéressante pour ça. Et donc, nous, tout le savoir-faire derrière, ça va être avec ce stock d'azote qui va être organique, comment on va travailler sur ce stock pour essayer de l'utiliser pour adapter la fertilisation des cultures. Et donc, pourquoi pas diminuer la fertilisation minérale, donc d'azote minéral, donc des cultures. Bon, ça c'est nos pistes de travail, hein. On n'est pas encore arrivé à des résultats très, très probants. Quand on parle d'agroforesterie, quand on inclut tout type de formation arborée, les haies font partie des systèmes agroforestiers. Et donc quand on travaille en zone de captage notamment, eh bien, ça fait partie aussi donc, des aménagements sur lesquels on réfléchit. Donc, en essayant de mieux connecter les éléments arborés ou les haies qui étaient préexistantes, donc pour assurer à la fois une continuité, donc notamment par rapport au sens d'écoulement de l'eau, mais également en fond de vallée, pour essayer de piéger l'eau qui pourrait ruisseler, pour essayer vraiment de freiner les départs d'eau dans les rivières, ou donc pour freiner également les phénomènes d'infiltration qui seraient un peu trop forts. Donc ça fait partie aussi de ces travaux qu'on mène en agroforesterie. Alors, par rapport à ces résultats, en fait, ce qui nous intéresse, donc, ce qui intéresse en fait les collectivités qui travaillent justement sur les zones de captage, et notamment les zones de captage prioritaires, eh bien, c'est de voir dans quelle mesure c'est possible de développer l'agroforesterie comme mesure complémentaire des mesures existantes de MAE, de mesures d'agriculture biologique ou autres. Donc, on a plusieurs projets. On a des projets dans la région, et c'est dans la région qu'on avait commencé, notamment du côté de Sect, Agde, et du côté du Vistre aussi, donc Hérault et Gare, où on a commencé un peu à travailler sur les diagnostics qu'on pouvait faire à l'échelle du territoire et voir dans quelle mesure l'agroforesterie pouvait être adoptée par les agriculteurs. Et puis après, on a eu un projet qui s'appelle GRAP 3, donc toujours dans le Gard. Donc là, c'est porté par 2 caves viticoles qui ont décidé donc de réduire l'impact de leurs pratiques par rapport à des questions de qualité de l'eau. Donc c'est un projet qui est financé par l'agence de l'eau RMC. Et donc dans lequel donc, on essaye de travailler sur les différents modes d'aménagement, dont l'agroforesterie. C'est un projet qui est assez global, je dirais. On ne travaille pas qu'à la parcelle, on travaille aussi sur les filières. C'est-à-dire que quand on travaille là, dans ce projet GRAP 3, on essaye de casser un peu la monoculture de la vigne, de diversifier les productions, de mieux valoriser le foncier qui est disponible. On est sur une zone où il y a 20% de terre en friche, donc ça, il y a un gros travail sur le foncier, un gros travail avec les propriétaires. Et donc, à partir du moment où on cherche à diversifier ou à consolider ou à agrandir des exploitations via ce genre de pratiques, on essaye de travailler aussi sur la filière et jusqu'à la restauration pour voir un peu les débouchés, pour assurer justement un revenu décent aux agriculteurs. Alors, donc là, juste, je vais vous illustrer un autre exemple qui est sur une commune un peu plus grande que celle d'Anduze, qui est la ville de Paris, que vous connaissez sans doute. Donc là, on est sur un projet, en fait, donc en collaboration avec Haute-Paris. Donc là, on va essayer de travailler sur les 6 bassins de captage de cette ville. Donc là, on a commencé par 2 bassins, et voir sur ces 2 bassins dans quelles conditions on peut développer l'agroforesterie, et en quoi ça peut être opportun de développer l'agroforesterie. Donc c'est un projet sur 5 ans, donc, qui est mené en partenariat avec l'Institut La Salle Beauvais, donc une école qui est basée donc en Picardie. C'est un projet qui se fait en 2 phases. La première chose, c'est d'expertiser un petit peu donc, les possibilités de développement et de réaliser des diagnostics des enjeux à l'échelle du territoire, et puis après voir quel type d'animation, quel type de pistes de développement on peut proposer pour favoriser l'adoption de l'agroforesterie. Alors, au niveau des enjeux, ce qu'on essaye de voir, c'est déjà de bien caractériser là où il y a des problèmes au niveau des sols, là où il y a des problèmes de ruissellement, d'infiltration. Donc, on travaille sur des systèmes d'information géographique pour essayer de bien localiser
à l'échelle de la parcelle, là où il y a des soucis, donc des soucis de battance, d'érosion, érodibilité, mais également des problèmes d'écoulement qu'on a sur les parcelles et d'accumulation. Parce que vous pouvez être agriculteur, vous avez une parcelle, mais en fait vous récupérez toute l'eau des parcelles qui sont voisines. Donc voilà, on essaye de dresser un peu une carte de tous ces paramètres qui rentrent en ligne de compte pour définir en fait ce qu'on appelle la vulnérabilité, au niveau de ces phénomènes de pollution par les nitrates notamment ou les pesticides. Donc là par exemple c'est un des bassins, c'est la carte d'un des bassins qu'on a réalisé. En rouge ce sont vraiment les parcelles sur lesquelles on est amené à travailler parce que ce sont vraiment les parcelles dites vulnérables, à forte vulnérabilité. Et voilà, et donc ça, ce type de carte, pour nous, c'est une première phase qui nous permet en fait c'est un outil d'aide à la décision, à la réflexion, pour permettre de travailler l'animation avec les agriculteurs, de bien localiser les zones à enjeu. Et c'est comme ça qu'on le perçoit. Hein. C'est un outil qui peut être mal utilisé quelquefois. Enfin, d'après nous, quoi. C'est-à-dire que effectivement, dans les comités de pilotage Grenelle, puisqu'on est en zone de captage Grenelle en l'occurrence, on peut avoir la tentation d'utiliser ce type de carte à des fins réglementaires. Par exemple, là où c'est rouge, on pourrait dire, tiens, voilà, on va obliger à faire de l'agroforesterie. Ça, c'est des discours, c'est des discussions qu'on a eues avec l'administration, avec les différents acteurs. Nous, on se met contre ce type de décision parce que, comme vous allez le voir, enfin, comme on va en discuter après, on est plutôt favorable à une discussion et à une co-construction en fait, de solutions avec les agriculteurs et d'utiliser ce genre d'outils simplement pour nous aider vraiment à travailler ensemble. Alors, la même carte, mais cette fois-ci à l'échelle de la commune. Donc ça fait partie aussi des sorties qu'on fait dans ce projet, parce que quelquefois, à l'échelle d'une commune, on va avoir des actions qui sont différentes d'une commune à l'autre, parce que en fonction de la composition des mairies, etc. Alors après, on essaye de voir comment on va travailler avec les agriculteurs. Donc la première chose, c'est de faire des diagnostics, cette fois-ci à l'échelle des exploitations, pour voir dans quelle mesure ils sont prêts à adopter ou non l'agroforesterie, quels sont les freins et les leviers par rapport à ce type de pratiques qui ne sont pas forcément intuitives. Hein. Quand on parle de remettre des arbres dans les parcelles, quelquefois ça peut effectivement choquer les agriculteurs d'une part, mais aussi l'administration ou les services techniques. Hein. C'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Donc ça fait partie de notre travail de bien déterminer un petit peu ces facteurs d'adoption de l'agroforesterie. Alors, ce qu'on faisait souvent, c'était des enquêtes individuelles. Donc, voilà, on va voir les agriculteurs. Donc là, par exemple, sur un des bassins, il y a 300 agriculteurs. On va avoir une centaine. Donc, on essaye vraiment de dresser un petit peu une carte de ces facteurs d'adoption, donc situation par situation. Et puis, on essaye d'accompagner les agriculteurs qui se disent intéressés par l'agroforesterie. Là, en l'occurrence, on est sur à peu près 25% d'agriculteurs intéressés. Et là-dedans, dans ce potentiel d'agriculteurs intéressés, ce n'est pas que des bio, c'est aussi des conventionnels. Et c'est un des intérêts de l'agroforesterie, c'est qu'on touche en fait les différents modes de production. On ne vise pas que des secteurs bio, mais on travaille également aussi avec tout type d'agriculteurs, et notamment en conventionnel, qui nous intéresse notamment, entre autres, pour les questions de qualité de l'eau. Alors, ce type de méthode a des limites. Parce que, par exemple, dans un des bassins, on a eu, donc effectivement, c'était 30% de gens intéressés. On a mis en place des diagnostics, on a conçu des projets qui sont prêts à être mis en place. Et finalement, on sent qu'il y a des blocages. Alors, il y a des blocages de différentes sortes et qu'il nous faut essayer absolument de comprendre, de décortiquer pour essayer vraiment de favoriser cette adoption, puisque c'est quand même ça l'objectif. Donc, on essaye de travailler d'autres techniques d'animation, donc des animations collectives, de co-construction ou de recherche participative, et qui finalement semble donner le plus de résultats. Hein. Et on le voit dans la plupart des projets en zone de captage, on l'a dit un petit peu ce matin, s'il n'y a pas une participation une co-construction avec les agriculteurs, c'est vrai qu'il y a des risques de blocage. Par exemple, là en l'occurrence, on a sur cette zone de captage, on a un GEDA, et le président du GEDA, il a un projet agroforestier, il est motivé par ce type de démarche. Et en fait, là, au dernier moment, il a bloqué le projet parce qu'il a eu l'impression que son projet allait servir d'exemple pour l'administration qui allait obliger l'ensemble des agriculteurs et donc de ses voisins à mettre en place de l'agroforesterie. Et alors, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des grosses discussions sur la conditionnalité, sur la directive nitrate et tout ça. Et donc, c'est un sujet qui est hyper sensible. Donc, on le voit dans toutes les zones de captage dans lesquelles on travaille. Mais là, en l'occurrence, avec Haute-Paris, on est peut-être encore à un degré un petit peu au-dessus, quoi. On sent qu'il y a des enjeux de territoire entre les différents acteurs qui sont quelquefois énormes et qui peuvent quelquefois nous dépasser, quoi.
Alors, en conclusion, ce que je dirais, c'est que l'avis des agriculteurs donc, dans ces zones de captage, il est assez mitigé d'un point de vue global sur la politique de l'eau. On sent qu'il y a une incompréhension. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des agriculteurs qui sont généralement intéressés par les histoires de qualité de l'eau. Hein. On ne peut pas dire qu'ils s'en foutent. Alors, il y en a peut-être une partie, oui, d'accord, mais la grande majorité, ça les intéresse. Par contre, ils ont l'impression que ça se décide sans eux. Et ils n'ont pas tous les éléments pour bien comprendre ce qui se passe, y compris au niveau sous-sol, hein, rien que ça. C'est-à-dire au niveau de l'hydrogéologie, quelquefois, il leur manque énormément d'éléments pour bien comprendre l'impact de leurs pratiques sur les bilans azote, sur la quantité d'azote qui va se perdre dans les nappes. Et ils sont preneurs de ce type d'infos pour, après, réfléchir avec nous à des solutions. Parce qu'effectivement, on va coupler les deux avis, à la fois celui de l'hydrogéologue, celui qui a fait les cartographies là, que je vous ai montrées, et puis l'agriculteur qui est au jour le jour sur ses parcelles. Et ensemble, donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et donc, on va tester, on va mettre en place donc, des parcelles, quelquefois avec des modalités de comparaison pour voir lesquelles sont éventuellement les plus efficaces, quoi. Donc, il y a ce sentiment donc, de ne pas forcément être soutenu dans leur démarche. Notamment parce que souvent dans ce type de projet on raisonne beaucoup à la parcelle et on a rencontré des gens par exemple qui étaient engagés dans des démarches par exemple de production de biomasse, de bois énergie qui pourraient être tout à fait compatibles avec des questions de qualité de l'eau parce qu'on va créer donc des réseaux de haies à vocation biomasse, donc bois énergie et sur ce projet ils ne sont pas du tout soutenus et pourtant eux dans le discours ils disent pourtant ça pourrait aider à la qualité de l'eau donc pourquoi là, vous allez nous obliger à planter des haies pour des questions réglementaires et pas pour des raisons économiques. On pourrait avoir un minimum d'aide qui nous permettrait vraiment de développer cette filière et ça ne se fait pas. Donc, en fait, il y a une multiplicité d'acteurs, que ce soit au niveau administratif, au niveau du soutien technique, qui fait que quelquefois, on a du mal à se retrouver à l'échelle de ce territoire. Et puis, le dernier point, effectivement, c'est aussi la vision à long terme. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression aussi, et c'est aussi un constat et une réalité, c'est que, par exemple, au niveau de la PAC, au niveau de la conditionnalité, vous savez que tous les 2 ans, quasiment, ou tous les 3 ans, la terminologie, la conditionnalité, elle évolue, le cahier des charges n'est jamais le même, avec des normes, des cahiers des charges quand même assez difficile. Le nombre d'exploitations diminue, mais les surfaces ne diminuent pas. Au contraire, elles ont plutôt tendance à augmenter et le nombre de directives augmente. Donc là, je ne porte pas un jugement du tout sur le bien fondé de ces directives, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que les agriculteurs ont de plus en plus de papiers à remplir, etc. Et effectivement, on arrive à une situation un petit peu de saturation, je pense. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte dans la démarche, surtout quand on fait de l'agroforesterie, on ne plante pas pour... c'est pas une MAE sur 2 ans, on plante pour 20 ans. Et quand on regarde là, nous, par exemple, les vieilles parcelles qu'on a expérimentales, par exemple à Restinclière ou à Vézenobre, donc dans l'Hérault et dans le Gard, en 20 ans, si on fait l'histoire des réglementations en 20 ans, c'est l'éligibilité de ces parcelles dans le cadre de toutes ces réglementations, c'est assez hallucinant. Il y a des fois c'est éligible, d'autres fois c'est pas éligible, quelquefois on y est par rapport au nombre d'arbres, par rapport à la largeur des bandes enherbées. Enfin, c'est vrai qu'il y a un manque de visibilité à long terme qui est aussi préjudiciable dans ce genre de projet. Et enfin, donc en fait, par rapport à nous, l'expérience qu'on retire un peu de tous ces projets là qu'on mène, c'est qu'effectivement on est sur des zones à enjeux extrêmement sensibles, avec des acteurs très différents. Donc, il y a la Chambre d'agriculture, il y a, donc, par exemple, si je prends le cas d'Haute-Paris, donc il y a Haute-Paris ou le syndicat d'adduction d'eau potable, il y a l'administration, la DDT, qui a ses propres contraintes de son côté, il y a les riverains. On a, par exemple, sur ce projet, on a une association de riverains qui s'est créée contre la ville de Paris, parce qu'ils les accusent de voler leur eau. Bon, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Hein. On est à 100 km au sud de Paris, mais c'est des sentiments qu'on peut retrouver dans d'autres régions, hein, dans d'autres grandes villes notamment. On a les bureaux d'études, parce qu'effectivement, quelquefois, il y a des bureaux d'études qui vivent de cette thématique, hein, de la qualité de l'eau, avec voilà, des cartographies, des études qui se répètent quelquefois et où il n'y a pas forcément de continuité, et puis des agriculteurs qui sont un petit peu entre les deux, quoi. Donc effectivement, chacun a ses contraintes. Et nous, les projets qui marchent effectivement le mieux, c'est quand il y a véritablement donc, ces histoires de co-construction. Donc on a des exemples, par exemple en Dordogne, un projet qui est porté par la Chambre d'agriculture de Dordogne, où l'administration a quasiment levé
toutes les réglementations sur une zone de captage de Grenelle, parce qu'il y a eu une démarche collective et quasiment une adhésion à 100% des agriculteurs de cette zone-là. Donc, où ils ont développé des techniques d'agriculture de conservation, de semis sous couvert, d'agroforesterie, d'agriculture bio, donc avec un panel de techniques assez larges qui ont des portées intéressantes donc, par rapport à cette question de la qualité de l'eau. Je crois que ce matin, à un moment, ça a été dit, hein, c'est vrai que le côté obligatoire, pour nous, on est assez réticents par rapport à ça. C'est plutôt le signe d'un échec pour nous. On n'est pas arrivé à une solution commune et donc du coup, la seule voie, c'est la réglementation obligée sur telle parcelle qui porte problème. Eh bien, voilà, on va obliger à faire de l'agroforesterie ou on va obliger à faire de la prairie ou du bio. Et pour nous, ce n'est pas forcément un gage de succès pour l'aménagement global de ce bassin, quoi, hein. Et pourtant, des outils, donc, il en existe, hein. Au niveau de la conditionnalité, nous, ce qu'on propose, c'est non pas d'obliger les agriculteurs, par exemple, à mettre 5% de leur surface en SIE, mais de réfléchir à des contrats d'objectifs par rapport à la qualité des sols, par exemple, avec des indicateurs de performance agroécologique du style, je ne sais pas, sur la matière organique, hein. On peut avoir des indicateurs qui sont intéressants de toute façon pour l'agriculteur, mais qui pourraient être un support de conditionnalité. Et donc, on ne serait pas là obligé à mettre 5% avec je ne sais pas quoi et faire ce qu'on veut sur les 95% ailleurs, mais vraiment d'avoir un contrat d'objectif sur l'ensemble de l'exploitation et puis on mesure à l'entrée et à la sortie donc, du contrat, voilà comment ça a évolué en termes de nombre de lombrics au mètre carré, en termes de taux de matière organique ou autre. Ces critères, en plus, ils peuvent être tout à fait compatibles avec des démarches d'ordre juridique dans les baux, le fermage. C'est-à-dire que de la même manière qu'on prend un appartement où il y a merde, comment on appelle ça ? Un état des lieux d'entrée et un état merci beaucoup, monsieur Horry, un état des lieux d'entrée et de sortie, et bien là, on utiliserait exactement les mêmes critères qu'on utilise pour la conditionnalité. Et ça, c'est des choses qu'on a discutées justement avec une association qui s'appelle BASE. Donc, c'est une association d'agriculteurs qui est engagée justement dans ces techniques d'agriculture de conservation et qui nous semble intéressant éventuellement à développer. Il y a d'autres aspects, par exemple la filière. Alors ça, c'est peut-être aussi quelquefois une contrainte. Quand on parle de financement, par exemple, de pratiques, de projets en faveur de la qualité de l'eau, quelquefois, on pense tout de suite à des MAE avec des cahiers des charges, avec des contrôles, etc. Et c'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur par rapport à ça. Et on a les agriculteurs, même s'ils ont envie, quelquefois, d'adopter telle démarche, ils sont freinés. Moi, je connais beaucoup d'agriculteurs qui sont freinés, en fait, à l'idée de devoir refaire un contrat avec tout ce qu'il y a derrière. Et quelquefois, par exemple, sur une zone de captage, simplement de donner une aide à l'achat d'une chaudière pour les agriculteurs, eh bien peut-être que ça sera beaucoup plus efficace que d'imaginer tout un montage de MAE ou autre à l'échelle de ce même territoire. C'est-à-dire que si on finance une vingtaine de chaudières chez 20 agriculteurs avec une animation derrière pour montrer comment aménager et comment valoriser le bocage à des fins énergétiques, eh bien nous on a des exemples dans l'ouest de la France par exemple où des agriculteurs plantent 2 à 3 fois plus de haies qu'ils n'en avaient rien que par ce jeu-là. Donc c'est une approche peut-être un peu plus globale qu'il faudrait avoir. Ça passe par une réflexion aussi à avoir au niveau des contrats. Alors par exemple, on peut avoir tout à fait des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, hein, où on peut avoir des collectivités partenaires de ce type de démarche, où on peut partager les coûts des investissements sur les plateformes de stockage, investissements en matériel, transport ou autre. Et avec, alors quelquefois la difficulté, effectivement, c'est pas parce qu'on a une SIC que la collectivité peut acheter ou se fournir avec le bois issu de cette SIC, parce qu'elle est soumise à la question des appels d'offres, voilà, c'est le code du marché public. Mais ceci dit, dans le cahier des charges, on peut quand même adapter, on peut mettre des normes de proximité, des normes environnementales qui font que finalement le bois déchiqueté qui va être produit sur cette zone de captage peut quand même être acheté par cette collectivité. La recherche participative, donc je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais ça fait partie de la co-construction, je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, quand on arrive dans une zone de captage, voilà, on fait une réunion d'information, on demande s'il y a des acteurs intéressés, et on se réunit plusieurs fois dans l'année et on construit ensemble. Mais une chose, c'est construire un projet, une autre chose, c'est continuer à étudier sa performance et à l'améliorer, puisque l'agroforesterie, encore une fois, on est sur quelque chose sur le long terme, comme l'agroécologie, on va dire, hein, de toute façon. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut travailler ensemble, en partenariat entre l'INRA, les chambres, les instituts techniques, les fédérations d'agriculture biologique, les CIVAM,
et puis donc, voilà, des bureaux d'études ou autres, mais donc de réfléchir à des outils qui pourraient permettre à ces éditeurs d'être vraiment partenaires de ces programmes de recherche. Donc nous, on a proposé, là, notamment dernièrement, donc à une commission qui a été commanditée par le ministre de l'Agriculture pour le développement de l'agroforesterie, d'intégrer des histoires donc, de crédit impôt recherche à destination des agriculteurs, d'intégrer des histoires d'assurance, par exemple pour des agriculteurs qui consacreraient 5% de leur SAU pour faire des tests avec des nouvelles cultures, pour arrêter le labour, avec tous les risques qu'il y a derrière, hein, pour faire de l'agroforesterie, et bien, qu'ils puissent avoir un système d'assurance pour venir éventuellement en aide si jamais, pendant 2-3 ans, ils foirent complètement leur truc, ce qui serait logique. Hein. Et donc, du coup, voilà, il y a des outils qui existent et je pense qu'il faut simplement peut-être réfléchir à les mettre en place. Très bien, merci.